Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de SQL Map et on va voir pas mal d'options pour bien rentrer en profondeur. J'espère d'avance que la vidéo va vous plaire, que vous apprendrez surtout des choses, c'est le plus important. Et on est parti. Alors, SQL Map, normalement vous avez déjà vu ma petite vidéo concernant la présentation en bref de SQL Map. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir pour savoir de quoi on va parler. Et si cette vidéo va vous intéresser, parce que ça se trouve, vous n'avez pas envie d'apprendre comment utiliser SQL Map, et dans ce cas-là, bah, ça ne vous servira à rien. Je vous invite également à aller voir ma précédente vidéo sur les injections SQL, parce que c'est très important de savoir comment ça fonctionne manuellement avant de vouloir utiliser des outils comme SQL Map qui vont automatiser les choses. Parce que oui, peut-être que vous réussirez à exploiter une injection SQL via SQL Map, mais si vous ne savez pas comment ça fonctionne et si vous ne savez pas la refaire manuellement, ça ne sert à rien. Vous allez juste faire ce que font tous les scripts qui disent, c'est balancer des tools sans savoir pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et le jour où vous devrez faire des choses un peu plus poussées ou expliquer pourquoi ou autre, bah, vous ne saurez pas faire et bah, vous allez revenir je sais pas combien de temps en arrière parce qu'il va falloir tout réapprendre. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, très important. Et on peut commencer aussi avant, petit point, comme à chaque fois évidemment, tous les liens sont dans la description de ce que je vais utiliser. Donc le GitHub, si jamais je vais vous montrer des liens, des URL ou des choses en particulier, ce sera également dans la description. J'essaierai de faire des timecodes à peu près propres par rapport aux options que j'utilise. Alors si c'est pas les options exactement, ce sera les grosses parties, les gros chapitres, on va dire. Et petit point aussi légal, je le fais tout le temps, mais c'est vraiment très important. N'effectuez que des tests d'intrusion et des tentatives d'accès sur des machines que vous possédez ou bien dont vous avez l'autorisation explicite du propriétaire. Ça peut vous rapporter de très gros problèmes. En France, ça peut être, enfin c'est pas ça peut être, c'est puni par la loi. Toute tentative d'intrusion dans un système d'automatisation de données est punie par la loi. Je vous invite à aller voir la loi Godefrin. Je mettrai, comme d'habitude, le lien dans la description. Et on est enfin parti. Donc, aujourd'hui, SQL Map, on va voir comment s'en servir. Alors, avant de comment s'en servir, on va déjà voir un petit peu les liens utiles, la documentation, l'aide et comment on installe l'outil. Alors, le repos principal, donc l'endroit principal où vous allez trouver 99% des informations, ce sera le GitHub de SQL Map. Le lien sera dans la description. Et quand on arrive dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une très légère description, voilà. On nous montre quelques screenshots pardon, de comment ça s'utilise. Et là, on nous explique, voilà, pour l'installer, vous faites ça et normalement c'est bon. Ok. Donc, pour l'installer, comme il l'indique, il y a deux façons de faire. Soit vous faites un git clone, vous reprenez exactement la commande, vous faites un git clone de ça, et ensuite vous utilisez Python avec le script Python SQL Map pour l'utiliser. Soit vous pouvez faire, donc moi je suis sous Exegol, sous WSL, donc c'est une Ubuntu. Vous pouvez faire alors déjà sudo apt update. Alors je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps, mais voilà. Et une fois que vous avez fait update, vous faites un sudo apt install SQL Map et SQL Map s'installera et vous pourrez utiliser l'option SQL Map comme ça. Normalement, ce sera bon. Normalement, si vous avez le logo SQL Map avec le usage machin bidule, c'est bon, c'est que c'est installé et vous pouvez l'utiliser. Une fois qu'on a ça, on va avoir des choses très intéressantes. La première, c'est le wiki. Le wiki, c'est la documentation principale par rapport à SQL Map. Donc on va aller toujours dans le repo GitHub. L'onglet wiki, là on n'a rien, mais sur la droite on voit qu'on a le manuel d'utilisateur et on a pas mal de choses. On a l'introduction, technique, feature, là. Donc là, si vous voulez aller lire, n'hésitez pas, ce sera toujours bon à prendre si vous voulez maîtriser l'outil. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie usage. La partie usage, ce sera les options à utiliser avec, à chaque fois, une petite description. Et ce qui est vraiment pertinent ici, c'est que si on descend, on descend, on descend, chacune des options qui est utilisée ici, elle est décrite de manière beaucoup plus poussée ensuite. Par exemple, si on regarde, alors je prends un truc au pif pendant le Tor, je vais faire un CTRL F de Tor, je vais le chercher, on descend, descend, et on peut voir que ici, on a une description complète de à quoi ça sert, comment l'utiliser, des exemples. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Quel est l'avantage de ce wiki-là?
c'est que c'est le truc le plus complet que vous pourrez trouver sur Internet. Parce que si on regarde, donc là, SQLmap, la commande, par défaut, ils me disent erreur, parce que forcément, il faut que je mette au moins une option. Donc on va faire un "-h" pour afficher l'aide. Sauf que vous allez voir déjà, ici, il n'y a pas toutes les aides, il n'y en a pas énormément. Il y a target, là il y en a 2 dans target, request, il y en a quelques-unes, injection, on a que 2, détection, on a que 2, voilà. Alors que là, on peut voir que target, il y en a beaucoup plus, requête, bon, il y en a plus que 2, optimisation aussi, injection, ouais. Vous voyez, là il y en a beaucoup. Donc, pour pallier à ce problème, on peut faire un "-hh" pour afficher toutes les options. Donc là, voilà, on retrouve toutes celles qu'on avait avant, mais on n'a quand même pas tout ce qui était au niveau du wiki, on n'a pas l'explication à chaque fois précise de tous les champs, pourquoi on l'utilise, à quoi ça sert, les exemples, tout ça. Donc, on arrive quand même à avoir toutes les informations qu'on retrouve ici, dans la liste, mais on n'a pas l'explication globale. Donc, je vous invite quand même, quand vous faites vos tests et que vous vous amusez avec SQLmap, de toujours garder le wiki à côté pour savoir ce que vous faites, et si jamais vous vous posez une question, vous pouvez toujours aller questionner le wiki pour voir si vous avez votre réponse. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer en revue les options qui, selon moi, seront très pertinentes. Alors, encore une fois, il sera impossible de passer sur tout, parce que forcément, l'outil est tellement complet que, et puis il y en a qui sont beaucoup moins utiles que d'autres, mais on va essayer de voir les principaux qui vous seront utiles lorsque vous utiliserez l'outil. Alors, la toute première chose, alors vous pouvez afficher la version si vous voulez, c'est pas très intéressant. Version. Hop, voilà, donc là on affiche la version, c'est la version de dev, ok. Vous pouvez également afficher, enfin utiliser un mode verbose. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand vous allez faire vos requêtes, il y aura plus ou moins d'informations qui seront affichées à l'écran. On nous dit que par défaut, le niveau de verbosité est égal à 1. Ok. Mais du coup, à quoi ça correspond? Eh ben, tout bêtement, on va descendre dans notre wiki et on va aller voir à quoi ça correspond. On peut voir que ici, c'est bien output verbosity, option-v. Et là, on nous dit que c'est pour définir le niveau de verbosité des messages en sortie. On nous dit qu'il y a 7 niveaux qui vont du niveau 0 au niveau 6. Par défaut, on nous disait que c'était le niveau 1, donc ça affiche les informations et les messages de warning. Et si jamais on augmente, forcément ça va afficher de plus en plus de choses. Et à la fin, donc le 6, ça va afficher à la fois ce qu'il y a dans le 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais en plus ça va afficher le contenu des pages HTTP, donc des réponses HTTP. Donc ça fait énormément d'informations. C'est pas tout le temps pertinent. Pour du debug, ça peut être bien, ça dépend des utilisations. Mais voilà, sachez qu'en tout cas ça existe. Et qu'on peut par exemple utiliser "-v à la place de "-v2, "-v à la place de machin, bidule, ainsi de suite. Ok. Donc ça, la verbosité, nous on va pas y toucher maintenant pour faire nos tests parce que c'est pas très utile pour l'exemple, mais sachez que ça existe. La première chose, la première option vraiment très utile, c'est la target. Target qu'on va utiliser pour spécifier notre cible, notre ou nos cibles. Je n'ai pas précisé aussi, mais je fais, alors hop, je vais vous montrer. Si j'affiche mon adresse IP locale, je suis en 172.18.74.130. Si je vais ici et que je vais sur le port 4280, j'ai des VWA qui tournent. Des VWA, qu'est-ce que c'est? C'est une application web volontairement vulnérable pour qu'on puisse faire nos tests dessus. Si vous ne savez pas comment l'installer, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines qui vous explique comment l'installer de manière assez simple en utilisant Docker Compose sous un OS Linux. Donc, si vous êtes intéressé pour faire les manips avec moi ou faire vos tests, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et dans la vidéo précédente, dont j'ai parlé au début de cette vidéo-là, pour les injections SQL, j'utilise aussi des VWA. Donc si vous voulez vous amuser avec ça, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos par rapport à ça. Donc pour faire les tests aujourd'hui, pour vous montrer les différentes options, je vais également utiliser des VWA pour faire les différents tests. Donc la première option c'est "-u" et on va spécifier l'URL. Donc en théorie, on va faire un SQLmap "-u", et entre guillemets, on va mettre l'URL. Par exemple ici, si j'ai envie de tester l'URL, alors vous comprendrez que là ce que je vais faire ça ne va pas fonctionner, mais on en reparlera par la suite. Normalement, la chose de base c'est comme ça. Hop, on lance et normalement il va tenter de faire ses tests dessus. Et
Voilà. Donc ici, il nous dit par défaut que quand on lance l'outil, il va y avoir des questions qui vont nous être posées pour définir différents paramètres si jamais on ne les a pas spécifiés auparavant. Ici, par exemple, ils nous disent qu'on tente de se connecter à la target, à l'URL, mais on n'a déclaré aucun cookie. Et il nous dit que pourtant, le serveur, il veut qu'on spécifie certains cookies, par exemple sécurité et PHP SESSID. Donc, est-ce qu'on veut utiliser ceci? Là, il en a généré ceux qui étaient proposés directement dans l'application. Soit on met oui, soit on met non. Par défaut, on a souvent envie de mettre oui. Donc là, je vais juste faire entrer. On voit que le Y est en majuscule, ça veut dire que c'est lui par défaut qui va être utilisé si jamais on ne met rien. On pourrait mettre également Y, ça revient au même. Là, ils nous disent OK, on check si la target est protégée, donc si la cible est protégée par un WAF ou un IPS. Il check, il vérifie si l'URL est stable. Et ensuite, on nous dit, ah, là on a un premier warning, on nous dit attention, c'est pas stable. Et il va essayer de vérifier si c'est bon et si on veut continuer. Donc le C est en majuscule, donc par défaut on va faire un continu, on appuie sur entrée. Et là on a une erreur critique et du coup SQL s'arrête et on nous dit il n'y a pas de paramètres qui ont été fournis dans l'URL, dans les données qui ont été fournies. Par exemple, un paramètre getID, il nous donne un exemple, qui pourrait nous être utile pour injecter de la donnée, pour faire une injection SQL. Effectivement, parce qu'ici, en fait, on lui donne une URL qui est ceci. Donc, avec la méthode de get, il ne peut rien faire parce qu'on ne lui passe aucun paramètre à tester. Et on ne lui passe pas non plus de données en poste. Donc, lui, en fait, il est perdu. On lui donne juste une URL, il ne peut rien faire avec. Donc, erreur critique et il exit. OK. Maintenant, il y a une autre option qui peut être utilisée qui est, comme on l'indique ici, le "-form avec un S ou sans S. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, quand on fait ça, SQLmap va directement regarder dans le code source de l'application. Donc là, ici, il va regarder le code HTML et il va regarder s'il trouve un formulaire quelque part. Ici, on peut voir qu'on a un form ici qui va faire un post request, donc post request vers login.php et il va prendre différentes entrées utilisateurs. Il va prendre le username et le password et il va tenter de se connecter. Donc, si je modifie un peu ma requête et que je fais le "-form", alors si on ne met pas de S, il va chercher le premier formulaire et tenter de l'exploiter. Si on met un S et qu'il y a plusieurs formulaires dans la page, alors il va tous les tester. Nous, on n'en a qu'un et de toute façon, ça ne change pas grand-chose, donc on va mettre le form. Ici, comme on n'a toujours pas spécifié de cookies, il va nous dire OK, donc le serveur propose ses cookies, est-ce que tu acceptes ce qu'il donne? On va mettre par défaut oui. Là, il va chercher les formulaires. Il en a trouvé un sur un, on voit que c'est une méthode post qui va faire une requête vers http 172 machin login.php. Si on revient dans le code source, c'est exactement ce qu'on avait ici, donc là on est bon. Et il va envoyer les données suivantes. Username égale rien, password égale rien, login est égal à login, et après il va mettre des tokens et des choses un peu aléatoires. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il va mettre le username, sauf que nous on lui a rien mis, donc il va le prendre vide. Le password, il va le prendre vide. Il va prendre la valeur login, qui va passer directement au paramètre et qui aura une valeur, enfin, le paramètre login avec la valeur login. Et on a un champ caché qui s'appelle user token et qui a une certaine valeur. Il va le récupérer. Et il nous dit, est-ce que vous voulez utiliser, enfin, est-ce que vous voulez tester ce formulaire présent? Par défaut, c'est le Y, oui, on veut tester celui-là. Et il nous dit, en fait, il voit que là, en fait, voilà, tout ce qu'on veut tester, il y a des paramètres qui ne sont pas rentrés, qui sont blancs. Ici, on n'a aucune valeur, là, on n'a aucune valeur, ainsi de suite. Et il nous demande, est-ce que vous voulez éditer ces valeurs pour mettre des choses dedans, des valeurs à tester? Donc nous, on met rien, et si on ne met rien, il va nous proposer de remplacer les valeurs nulles par des valeurs aléatoires. On met oui. Là, il nous dit, oh, et on a trouvé en fait un user token, et ça a l'air d'être un token entier CSRF, et Nmap va essayer de le générer automatiquement et de l'update de manière automatique pour nos prochaines trucs. Est-ce qu'on veut? On va laisser par défaut, on va mettre non. Et là, il nous dit, enable to connect to the target. Ok, donc là, on a un problème. Normalement, on est censé pouvoir, mais là, il nous dit,
en fait, on a eu un redirect vers le 302. Est-ce qu'on veut le suivre? Oui. Oui, on veut refaire la requête originale post, donc on renvoie, ainsi de suite. Et là, on peut voir qu'il va faire les différents tests via MySQL. Là, il nous dit il est recommandé d'utiliser uniquement les tests basiques avec les requêtes donc, de type injection en union-based. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où j'en parle et je vous montre comment l'exploiter. Parce qu'il nous dit en fait ça risque de prendre trop de temps, donc là on veut optimiser le truc. On va mettre oui par défaut. Il continue de faire ses tests. Donc là on peut voir qu'il fait pas mal de choses. Il essaye de faire du blind. Il essaye de faire de l'error based. Il essaye de faire des inline queries. Il fait pas mal de choses, time based aussi. Donc voilà, il fait ces choses. Et ensuite on nous dit, ah finalement erreur, tous les paramètres qui ont été testés n'ont pas l'air d'être injectables. Et si on regarde un peu plus précisément, en fait, tous les paramètres testés, c'est ceux qu'on aura trouvés. Donc il va tester si le champ username est vulnérable, il va tester si le champ password est vulnérable, il va tester si le champ login est vulnérable, user token, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut voir qu'au début, là, paf, 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 il va vérifier, il va tester le champ username. Est-ce que le paramètre username est vulnérable? Déjà, il nous dit qu'il n'a pas l'air d'être dynamique. Et ensuite, il va faire différents tests d'optimisation dessus pour voir si c'est injectable ou pas. Paf, 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 il passe. Bon, là, il nous dit en résultat, donc le paramètre username n'a pas l'air d'être injectable. Il passe au suivant, password. Il nous dit que le password n'a pas l'air d'être dynamique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fait tous ces petits tests et à la fin, il conclut que password n'a pas l'air d'être injectable. Il passe à la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, il nous dit que error, tout ce que tu as testé n'a pas l'air d'être injectable. Ok. Bon. Apparemment, ce qu'on a fait, c'était pas valable et ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est que c'est normal, l'application, là, la page d'application pour connecter dessus n'est pas faite pour être vulnérable. Donc, on va se connecter manuellement avec admin et mot de passe password. Hop. Je me connecte à l'application et maintenant, on va pouvoir se rendre. Alors, déjà, je vais mettre la sécurité en low. Pour nos tests, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, le niveau de sécurité est faible. On va se rendre dans la partie SQL injection. Et maintenant, ici, le champ UserID est vulnérable. Si vous voulez voir comment l'exploiter à la main, encore une fois, je vous renvoie vers ma précédente vidéo où on l'exploite et on récupère le hash de l'administrateur via une injection SQL manuelle. On peut voir que là, bon, du coup, c'est une requête comme ça. On peut voir que ce qu'on met, c'est vulnérable. On peut tester juste avec une single quote et on a une erreur fatale qui arrive, fatal error, exception MySQLi, machin, erreur SQL syntaxe, donc c'est vulnérable à une injection SQL. Ok. Maintenant, le problème, c'est que si on veut utiliser SQL map comme ça, donc ici, quand on fait notre requête, on peut voir que ça ressemble, donc, si je remets 1, submit, hop, on peut voir que la requête, je vais remettre 0, hop, voilà pour vous montrer, on peut voir que la tête de la requête, c'est comme ça. Le champ, si on regarde CTRL U, si on regarde le code source, hop, 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 on descend, descend. Alors j'espère que je n'ai pas passé l'endroit. Si je l'ai passé, c'est où? Où est-ce que c'est? C'est ici, voilà. Donc on a un autre formulaire sur cette page, qui est cette fois-ci de la méthode get. Donc tous les paramètres seront passés directement via l'URL, et on peut voir qu'en fait on n'a que deux champs. On a l'ID, où on va spécifier le user ID à chercher, et on a l'input qui est le submit, qui est en fait le bouton, quand on va cliquer dessus, ça va vérifier si on a cliqué dessus. Donc on va voir que tout est passé en paramètres. Donc là, on aurait tendance à se dire, ok, soit si on retourne ici, soit on refait notre tiret form, ce qui va aller regarder dans le code source, il va trouver notre formulaire, soit on met directement l'URL, parce que dans l'URL, on a déjà les champs à tester. Donc là, on pourrait lancer, sauf que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Je laisse réfléchir un petit peu. Alors, là, on va enlever les anti-slash parce que c'est chiant. Ça va pas fonctionner sinon. Hop, voilà. Là, on va envoyer, mais du coup, il nous dit... voilà. Donc là, on tente. Alors, ce que je vais faire, c'est... On va en parler après, mais on parlera de cette option ensuite. Là, il nous dit que, ok, tu veux tester SQLmap-U avec ça, mais le problème, c'est qu'en fait, tu es redirigé vers HTTP, vers la page de login. Est-ce que tu veux le suivre? Ben non, moi, je veux pas me reconnecter à la page de login, je veux tester celui-là, donc je fais non. Utilise des cookies, machin, on remet par défaut, oui.
Et là, on continue. Et en fait, on nous dit, en fait, tout ce que tu as testé, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à trouver, il y a une erreur. Mais c'est bizarre parce que pourtant, on avait vu que c'était vulnérable. Donc ça veut dire que SQLmap n'est pas capable de trouver une vulnérabilité aussi simple que ça? Alors en fait, non. Le problème, là, il vient du fait qu'on n'a spécifié aucun cookie. Et en fait, le problème, c'est que là, avec les cookies par défaut, on n'est pas connecté. Là, c'est un cookie PHP SESSID, c'est généré par défaut par l'application, mais nous, normalement, on en a un autre. Si on regarde ici, si on va voir dans le storage, hop, dans les cookies, on peut voir qu'on a un autre PHP SESSID qui, lui, est la valeur qui correspond à notre cookie de connexion. Une fois qu'on a rentré les bons credentials, admin et password, on est connecté. Or là, SQLmap, il n'est pas censé savoir que sur Firefox, on est connecté. Si on ne lui passe pas les cookies, lui, il ne sait pas. Du coup, il en a généré un aléatoire qui n'est pas connecté dessus. Donc en fait, ici, on teste quelque chose, mais on teste une page, mais qui n'est pas accessible, puisqu'elle est cachée derrière une page de connexion. Donc pour contrer ça, on va devoir spécifier les cookies pour se connecter. Pour ce faire, on va utiliser l'option cookie, donc comme ça, cookie, et on va spécifier les cookies et on va les séparer par des points-virgules pour chaque cookie qu'on va mettre. Donc le premier qu'on a besoin, c'est security low, c'est le niveau de l'application. Donc security égale low. Ensuite point-virgule pour séparer l'autre cookie. Et on va mettre PHP SESSID, hop, PHP SESSID qui est égal, alors SSID qui est égal à ceci et on est connecté. Et maintenant, si on lance ça, en théorie, donc là il nous dit voilà que on n'est plus redirigé et il nous demande plus de générer des cookies par défaut puisqu'on les a directement spécifiés ici. Et il nous dit que le contenu est stable, machin, et là il a détecté ici ID était dynamique. Là, il n'a pas l'air de détecter que ce soit dynamique, il fait ses différents tests, et là, au début, dès le premier, il nous dit « Ah, apparemment, la base de données derrière, c'est du MySQL. Est-ce que tu veux passer tous les tests spécifiques pour définir les autres databases ?» Nous, on met oui, parce qu'on sait déjà que c'est MySQL. Hop. Il nous dit « Et pour les tests restants, est-ce que tu veux inclure tous les tests pour MySQL ?» On va laisser oui par défaut, donc là, il va faire ses différents tests. Blabla. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'il fait le time-based. Et une fois qu'il aura trouvé les choses, on va réussir à voir les informations. Là, il nous dit warning in boolean injection case plus oui. Bon, là, il nous dit par défaut. Ah, là, il nous dit que le paramètre ID est vulnérable. Du coup, si on sait qu'il est vulnérable, est-ce qu'on veut quand même tester les autres paramètres? Bon, non, nous, ça nous suffit. Un seul paramètre vulnérable, on va pouvoir faire des choses avec. Donc, on met non par défaut. Et ça se termine. Et là, si on remonte un petit peu, on peut voir qu'on a le récap. Donc le paramètre ID en get, il est vulnérable à un type boolean based blind. On nous donne le titre de la vulnérabilité, le payload. Donc ici on peut voir que ID est égal machin or not. Donc un boolean based blind, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative d'injection SQL en mettant par exemple or 1 égale 1 ou alors un and 1 égale 2 ou ce genre de choses. On peut voir que là c'est ce qu'il a fait. Or not quelque chose. Donc là c'est vulnérable. Ensuite c'est aussi vulnérable à de l'error based. Donc via le message d'erreur. Donc on peut voir que les payloads qui testent, c'est des choses qui sont pas très visibles comme ça, pas très reconnaissables à l'œil nu. On n'arrive pas trop à voir ce qu'ils tentent ici, mais en tout cas c'est des choses qui fonctionnent et qui ont l'air vulnérables. C'est aussi vulnérable au time-based et à l'union query. Et finalement, là on a des informations comme quoi la base de données c'est du MySQL. Et il a réussi à faire un petit peu d'énumération dessus. Il nous dit que c'est du Linux, que la technologie qui tourne derrière c'est du PHP 8.3.2, c'est un serveur web Apache 2.4.57. Et voilà, et que la base de données c'est du MySQL supérieur ou égal à 5.0. On nous dit que toutes les données ont été stockées, donc loguées, dans un fichier texte dans ce fichier-là. Donc si on va faire un cat de ça, is a directory, voilà, c'est un répertoire, on va dedans. Si on fait un ls, on peut voir que cat target, donc là c'est tous les récaps,
On peut voir que ce qui a été testé, c'est ceci. OK. Si on capte le log, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, le log, c'est ce qui a été identifié juste avant. Et si jamais on avait dump la base de données, on aurait pu aller dans dump et retrouver des choses. Donc là, ça c'était le truc précédent, donc forcément c'est présent, mais on verra ça plus tard. Donc on va retourner dans notre workspace, et là on a quelque chose qui est vulnérable. Ok, on a une vulnérabilité présente, et maintenant si on relance exactement la même commande, hop, on relance la même commande, ça ira beaucoup plus vite, et là il nous demande plus rien, et il fait plus aucun test. On peut voir que là ça nous dit resuming backend, donc en gros ça repart des informations qui sont déjà en sa possession, et il nous raffiche uniquement ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a déjà fait, c'est de l'optimisation, on a déjà fait le scan, donc lui, il a déjà les informations nécessaires, il sait que c'est vulnérable, et du coup, bah, il va pas refaire 3 fois la même chose. C'est déjà vulnérable, donc il nous ressort juste les informations qu'il a en sa possession. Et c'est pour ça que moi, la dernière fois, enfin, juste avant, vous avez vu que j'avais utilisé l'option "-flush session". À quoi ça sert? Ça lui dit, enfin, ça dit à SQLmap, en fait, tout ce que tu avais avant, tu l'oublies et tu me refais un scan depuis le début comme si c'était une adresse que tu ne connaissais pas. Donc ça permet de, si jamais on veut tester d'autres options ou quoi, pour éviter qu'il garde les choses qu'il a en cache, et ben il va recommencer depuis le début et refaire le scan par défaut. Et peut-être que, entre-temps, si c'est un site qu'on a testé, je sais pas moi, il y a quelques mois, peut-être que si on refait directement un SQL map sans mettre le flush session, ça va nous dire que c'est encore vulnérable, alors que bah, ce n'est plus le cas parce qu'il y a eu une modification dessus. Et du coup, c'est important de faire un flush pour reprendre depuis le début et repartir à zéro. Donc si je fais ça, on peut voir qu'il va me reprendre, voilà, il va refaire tous les tests et il va reprendre les informations par défaut, voilà, bidule. Il reteste tout ce qu'il faut, le time base, tout ça. Ok. Bon. Maintenant qu'on a ça, je vais faire un CTRL-C parce que hop, et ok. Donc on a vu quand même quelques options et on a vu comment exploiter, enfin, en tout cas, comment détecter une injection SQL à l'aide de SQLmap. On a vu l'utilisation des cookies et ce genre de choses. Ok. Maintenant, il y a une autre option qui est utile à la place de "-u pour spécifier l'URL, c'est SQLmap-r. À quoi ça sert? En fait, ça va surtout être utilisé avec Burpsuite et ça va nous permettre de lui donner un fichier texte qui, en fait, est lié à la target, qui est lié à notre cible. Et en fait, le "-r va contenir toutes les informations sur l'URL et sur les données envoyées pour éviter de réécrire tout ça. Donc là, par exemple, on va juste mettre file.txt. Alors, il faut qu'il existe et qu'il contienne des choses. Je vais vous montrer juste après comment faire pour le générer. Mais en fait, dans file.txt, on aura déjà l'URL qui sera mise, on aura les cookies, et du coup, les cookies, on n'aura pas besoin de les respécifier, tout sera directement dans le cookie file.txt. Donc, comment il est généré? Il se fait grâce à Burpsuite. Alors, Burpsuite, qu'est-ce que c'est? C'est une application, donc c'est un logiciel qui va nous servir de proxy entre nous et le site web. Ça nous permet d'injecter, enfin d'abord d'intercepter des requêtes, de les visualiser et potentiellement de les modifier, d'injecter les choses, de faire du pot de force, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est vachement utile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une requête basique en étant connecté. On va mettre notre proxy sur le burp, donc le 127.0.0.1 sur le port 8080. On va se mettre en mode intercept et on va refaire une requête classique. Là, elle n'est pas prise parce qu'il faut que je change le nombre. En 2, hop. On fait une requête et ici on peut voir qu'on a intercepté la requête dans Burpsuite. Donc à quoi ça correspond? On a le get donc de notre comment s'appelle notre URL. On a l'host, on a du user agent, voilà, et là on a les cookies qui sont également définis. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire un clic droit save item et on va l'afficher. Donc on va l'enregistrer dans up.level, on va aller dans workspace et on va l'appeler par exemple request.txt. On l'enregistre, save successful, ça a bien été enregistré. Donc là maintenant, hop, on peut mettre en bas, ok, ls. Là on peut voir qu'on a bien notre fichier texte. Si on affiche son contenu, on peut voir que bon, c'est du XML, donc c'est un peu spécifique. Mais en tout cas, ça contient, et là on voit que en fait c'est encodé en base 64, mais ça contient les informations
qu'on avait vu dans Burpsuit. Ok. Et là, normalement, ce qu'on a à faire, c'est juste appeler SQLmap-r et spécifier notre fichier. Donc là, SQLmap r, enfin, -r rec.txt. On va balancer ça et on peut voir qu'il refait comme si on avait spécifié les informations manuellement avec le -u, -cookie, sauf que les informations sont spécifiées dans ce fichier texte là. Donc on n'a pas besoin de les remettre à la main, tout est contenu dedans et SQLmap va aller parser ce fichier pour récupérer ce dont il a besoin pour faire les requêtes. Autre façon de faire, parce que là j'ai fait un clic droit save item, je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut juste copier ça, ces informations-là. Là j'ai fait un CTRL-C, hop, là je quitte, je fais nano rec2.txt, je vais copier les informations comme ça en brut dedans, donc comme c'était affiché directement dans Burpsuit, et je vais redonner ça à SQLmap, et on peut voir que ça fonctionne également, et il refait les mêmes choses. Donc il y a deux façons de faire, soit clic droit save item pour enregistrer ça sous forme de fichier, soit juste un gros copier, et on va coller ça dans un fichier texte, et on va pouvoir aussi le donner à MySQL. Donc là, c'était une autre façon également de spécifier la target, soit le -u en précisant certaines options, soit le -r via un fichier qui a été enregistré via Burpsuit ou un autre logiciel qui contient la requête avec les informations nécessaires pour pouvoir faire la requête. Il y a une autre façon de faire, si jamais on a plusieurs cibles, c'est de spécifier le -m. Comment ça va, enfin, qu'est-ce que c'est? Précisément, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle par exemple url.txt. Ça va contenir en fait l'ensemble des targets qu'on va vouloir utiliser. C'est-à-dire que par exemple, je vais récupérer ici, la target ici, paf, je récupère, nano URL. Donc là on va mettre la première target, c'est celle-là que je veux, sur laquelle je veux taper. Donc on va la mettre en une ligne. Ensuite, je veux également que tu tapes sur celle-là, mais je veux que cette fois-ci tu testes le 1. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt de changer juste un identifiant parce qu'il va le faire automatiquement. Normalement, ça devrait être par exemple, je sais pas moi, vulnerabilities, euh, test. Là, on va tester l'URL test. Ensuite, on va tester sur une autre adresse IP qu'on possède également, n'importe quoi. Là, sur le port, je sais pas moi, 400, alors non du coup, on va laisser comme ça, sur le port, sur la page login.php, voilà. Donc on va faire des choses comme ça, et là, hop, si maintenant je fais SQLmap-m avec URL, normalement il va tester. Voilà, do you want to test this URL? Donc il nous redemande quand même. Donc là, il a parsé différentes targets dans l'URL. La première, c'est ça. Est-ce qu'on veut tester? Oh non, celle-là, j'ai pas envie de la tester. Du coup, ça quitte. Mais si je mettais oui, hop, il la faisait. Donc là, il va faire le test avec celle-là. Il a un redirect. Est-ce que tu veux machin bidule? Oui. Alors le souci avec ça, comme vous l'avez vu, c'est que le problème, c'est qu'on va spécifier que des URL. Et si c'est des URL sur des domaines ou des sites différents, pour spécifier des cookies ensuite, ça va être problématique. Donc ça c'est pratique si jamais les URL font partie d'un même site et que on peut utiliser les mêmes données pour chaque. Là, si on teste sur des sites différents, c'est pas très pratique, donc c'est vraiment pas recommandé, mais sachez qu'en tout cas, le -m est possible et que vous pouvez l'utiliser. Par défaut aussi, SQLmap va utiliser un user agent spécifique. Hop, alors attendez, je vais ouvrir un nouvel onglet. Hop, je vais agrandir. Je vais retourner dans mon exegol. Et ici, je vais me mettre en écoute. Netka-LNVP sur le port, par exemple, 8000. Donc là, je suis en écoute. Et ici, on va refaire un SQLmap classique sur notre... alors, on va faire un SQLmap classique sur notre propre URL en local. Donc 127.0.0.1, alors il faut que ce soit une URL, HTTP, sur le port 8000. Et je vais juste vous montrer que, voilà. Donc là, on a fait une seule requête, et on peut voir qu'ici, le user agent par défaut qui est utilisé par SQLmap, c'est SQLmap / la version dev machin bidule avec derrière l'URL vers SQLmap. Donc ça, en panne test, normalement, ça ne devrait pas poser problème et on n'a pas besoin de bypasser ça.
Mais dans le cas où, enfin ça dépend, dans le cas où il y a un WAF ou un IPS ou quelque chose qui est devant, enfin qui est sur un site web, il se peut qu'il va inspecter le user agent et s'il tombe sur quelque chose qui contient SQL map, il va, par un moyen de protection, il va juste drop la requête et on va pas pouvoir faire de choses dessus. Donc, il est possible de modifier le user agent avec l'option "-A" et en spécifiant le nouveau user agent. Donc, par exemple, là, si je mets Croze, je retourne, je relance mon netcat, je fais une nouvelle requête en spécifiant que maintenant le user agent va me mettre Croze. Et là, on peut voir que maintenant, le user agent, c'est plus SQL map, mais c'est Croze. Donc, on peut spécifier un user agent qu'on veut mettre. Alors, il y a d'autres moyens de faire également. On peut spécifier un random user agent. C'est-à-dire qu'à chaque requête, on va utiliser un user agent aléatoire à chaque fois. Pour ce faire, on va utiliser l'option "-random-agent". Et là, normalement, si on relance une requête à chaque fois, donc là, ça va utiliser un user agent Mozilla classique, ok. J'en lance un autre. C'est aussi du Mozilla, mais si on regarde un petit peu, il est différent, parce que là, c'était du X11, alors que là, c'est du Windows. Linux, alors que là, c'est du Windows, ainsi de suite. Donc voilà, il a une base de données de user agents différents, et il va les utiliser aléatoirement, pour ne pas que ce soit celui par défaut. Ok, ça, c'est une possibilité. On a vu avant qu'on avait utilisé des cookies. Il y a un autre paramètre qui peut être vachement utile aussi avec les cookies, c'est que, alors je vais essayer de remonter ici, voilà. Ici, on avait vu qu'on avait utilisé certains cookies et on les avait spécifiés, on l'avait séparés avec un point-virgule. Donc par défaut, c'est le point-virgule qui est utilisé pour les séparer. Mais il est possible de modifier ce paramètre. Par exemple, là, si je veux utiliser un éperluette et éperluette, alors je ne sais plus comment on dit, pour séparer les cookies, si je lance, ça va pas fonctionner. Et là, ça me dit que ça a été redirect vers le login, alors que normalement, on n'est pas censé être redirect, c'est censé fonctionner. Pourquoi? Parce que bah, il a pris ça comme un seul cookie et pas comme deux cookies différents, donc il ne reconnaît pas. C'est possible de modifier ça en rajoutant le paramètre -param-del au niveau du cookie. Alors non, c'est pas celui-ci. Alors attendez. Hop, il faut que je retourne sur la documentation, comme ça vous voyez en même temps comment ça fonctionne. Je crois que j'avais fait un mauvais copier-coller. Donc si on va voir dedans les cookies, voilà, on peut voir les cookies. Alors param-del, non, c'était pour data. Nous, on va voir le cookie, donc c'est cookie-del. Et on va modifier la valeur qui est splittée pour les cookies. Donc c'est cookie-del. Est-ce que c'est au pluriel? Non. Et là, on va mettre par exemple égal le E éperluette. Là, on va balancer. Et il nous redirect un follow, donc ça n'a pas l'air de fonctionner ici. Là, si vous voyez, on a l'ID, c'est bon, ça fonctionne. Et on a bien, du coup, modifié le point-virgule en E éperluette. Alors, c'est utile si, par exemple, dans le cookie, vous utilisez un point-virgule quelque part et que vous ne voulez pas que ça peut poser problème si jamais pour séparer les différents cookies. Donc, vous pouvez changer. Alors, normalement, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Si jamais vous voulez mettre un pipe, je pense que ça passe aussi. Voilà, vous pouvez mettre des paramètres différents. Hop, oui, follow, machin, bidule, là, voilà. L'ID, on est bon, ça fonctionne aussi, voilà. Donc là, c'était une autre possibilité. On a vu, du coup, maintenant qu'on pouvait spécifier des cookies. Mais il est également possible de spécifier des headers. Les headers, c'est un peu comme des cookies. Hop, donc on va enlever tout ça. Paf, 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 paf. Alors, les cookies, on va garder, on va garder. On va reprendre juste le truc par défaut. Voilà. On va reprendre par défaut. Et cette fois-ci, on dit qu'on veut spécifier des headers. Donc, soit on fait -H et on spécifie la tête de nos headers comme ça. Donc, par exemple, header 1 qui contient Croze, comme ça. Eux seront séparés cette fois-ci par des E éperluettes, par défaut. Alors, je crois que... Non. Quand on utilise le -H, pardon, excusez-moi, quand tu utilises le -H, on peut spécifier qu'un header. Si on veut en spécifier plusieurs, il faut refaire un -H comme ça. Ou bien, on peut utiliser directement le -headers avec un S. Et dans ce cas-là, on va pouvoir en spécifier plusieurs, mais en utilisant l'anti/n. Donc par exemple, header 1 Croze, anti/n pour revenir à la ligne, header 2 test,
Ce genre de choses, et comme ça, on va pouvoir spécifier des différents headers. Alors, je vais reprendre quand même mon Exegol à côté pour vous remontrer avec mon Netcat. En fait, ça va être assez pertinent. Je vais reprendre le voilà, truc de base. Le "-a", on n'en a plus besoin. On va essayer avec les headers pour vous montrer à quoi ça correspond. Je balance ceci, et on peut voir que là, il a rajouté deux headers. Le header 1, qui vaut crawls, et le header 2, qui vaut test, que j'ai spécifié ici avec le "-headers". Je peux vous montrer également en utilisant le "-H. Là, header. Voilà, je peux spécifier plusieurs "-H. Je relance. Alors, effectivement, là, je me mets en écoute. On va rebalancer, et ça, exactement le même résultat, sauf que là, on a spécifié plusieurs fois plusieurs fois des headers avec le "-H, alors que l'autre, on l'avait spécifié dans un seul paramètre, avec des anti-slash. Donc voilà, c'est deux autres façons de faire. Ça peut être utile aussi de savoir ça. Et il est possible aussi d'afficher, enfin de spécifier les données envoyées quand on est en méthode post. Si on refait un classique là-dessus, là cette fois-ci je pense que j'en aurai plus besoin. Hop, je dis ça à chaque fois, et en fait à chaque fois ça me refait tourner dessus. Alors attendez, hop, là-dessus, del, je relance. Do you want to follow? Oui. Ok, value. Donc là c'est en méthode get, donc c'est pas trop pertinent. Mais si on reprend la méthode qu'on avait avant, en post, donc tout au début, quand on a fait nos tests sur le login, voilà, avant de faire le form, on peut spécifier les données à tester. Si je me déconnecte, alors ça, on va enlever ça. Là, je vais me logout. Si on retourne ici, dans le code source, on a pu voir que, en fait, les données, il y a certaines données qui doivent être envoyées. Par exemple, le username, c'est un champ qui est envoyé, password, c'est un champ qui est envoyé, ainsi de suite. On peut spécifier uniquement certains champs à envoyer en méthode post. Donc là, on est en méthode post, on va pouvoir modifier les données qui sont envoyées. Pour ce faire, on va faire le "-data, et on va envoyer, enfin, on va préciser quelles données veulent être envoyées. Donc, par exemple, je vais envoyer username égale prose pour se connecter. Je veux envoyer, donc là, on va faire un "et" pour les séparer. Donc, par défaut, c'est "et", mais comme avec le cookie, on peut spécifier param, param-del pour délimiteur, et on va pouvoir spécifier un autre paramètre, donc par exemple point virgule. Donc là, maintenant, pour délimiter les différentes données que je vais envoyer, ce sera le point virgule. Donc là, username crawls, je vais mettre password égale auto, le délimiteur c'était par ça, comme ça, et on va tenter ceci. Donc là, quand j'envoie, ça me dit que bah là, j'ai aucun cookie déclaré, donc est-ce que tu veux utiliser ce par défaut proposé par l'application? Oui. Là, il nous dit, attention, voilà, séquence, ok, on continue. Et là, il tente des choses, et il nous a pas demandé plus, parce qu'on a spécifié quand même quelques données. Bon, normalement, on va pas réussir à faire quoi que ce soit, mais vous voyez que ça fonctionne. Là, il nous dit que tous les paramètres qui ont été testés n'ont pas l'air d'être vulnérables. Donc ça, c'était à peu près les requêtes, enfin, les différentes options de requêtes. N'hésitez pas à aller voir toutes celles qui sont là. Vous voyez il y a énormément de choses. Moi, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Je vous ai montré le user agent, le header. On peut même modifier la méthode, par exemple la méthode HTTP. Alors normalement, c'est la plupart sont définis quand même par défaut, sauf si vous les spécifiez. Là, vous avez vu que le cookie del, si on ne le met pas, par défaut, ce sera le point virgule. Sauf qu'on peut modifier le comportement par défaut de l'application de l'outil. Là, on peut également spécifier des cookies qui peuvent être chargés depuis un fichier. Le random agent, je vous l'ai montré. On peut modifier directement l'host. Donc, si on retourne, alors là, je ne l'ai plus, mais normalement, il y a un header qui s'appelle host. On peut le modifier soit comme ça, soit directement en rajoutant un autre header par-dessus. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. On peut également modifier le type d'authentification. Donc là, on avait vu que ici, on peut s'authentifier sans donner directement les cookies, mais en envoyant les données directement à l'application, donc avec admin password, ce genre de choses. On peut passer par Tor avec le "-Tor, et à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir. Si vous ne savez pas à quoi sert une option, vous pouvez aller voir la documentation un peu plus bas,
Donc faites des contrôles F dans la documentation, c'est beaucoup plus simple. Et ça va vous afficher pas mal d'informations sur comment l'utiliser, pourquoi c'est, enfin pourquoi, à quoi ça sert, ce genre de choses. Donc là, on a fait la partie target. Vous pouvez voir que vous pouvez même faire des Google Docs. Ça va évaluer les Google Docs et ça va vous en faire des targets que vous allez utiliser ensuite avec SQL Map. Donc il y a des choses assez poussées. Donc les targets, on a vu à peu près. Les requests, bon, forcément, on n'est pas passé sur tout, mais on a vu les choses les plus intéressantes. On peut également spécifier des tokens CSRF. Par défaut, vous vous rappelez que si on ne précise rien, je vais enlever tout ça. Par défaut, en fait, si on ne précise rien, alors oui, il faut que je ferme la quote. Là, il me demande de redirect, machin bidule, continue. Alors, il faut que je fasse forms. Il aille la chercher quand même. On peut voir que par défaut, quand on met form, le formulaire, vous voyez, le token, il est directement allé le chercher. Et si on met par défaut, il nous dit que ça a l'air d'être un token CSRF, anti-CSRF. Et du coup, est-ce qu'il veut qu'il l'update à chaque nouvelle requête, Donc spécifier les options là, ça permet d'éviter qu'il nous pose ces questions et d'avoir des choses un peu plus précises. Mais si jamais on ne les spécifie pas et que c'est obligatoire, bah, il va quand même nous poser la question, donc c'est pas trop problématique. Maintenant, on va passer aux options d'injection. Les options d'injection. Alors là, il y a des trucs d'optimisation. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais utilisé. Bon, vous pouvez activer des options d'optimisation pour les performances de SQL Map. Alors, en théorie, pour les CTF, tout ça, bon, c'est pas très pertinent. Peut-être que si vous avez beaucoup de targets ou quelque chose qui est assez lent, ça peut être utile. En tout cas, je ne l'ai jamais utilisé. Et maintenant, on va passer du côté des injections. Donc, la première chose à faire, c'est le "-p". Si on reprend notre truc par défaut, voilà, qui était celui-ci. Alors, c'était un point virgule ici. Si on relance par défaut, oui, on veut continuer. Donc là, on peut voir qu'il va d'abord tester l'ID, parce qu'on est en paramètre get et qu'on l'a passé dedans. Et ensuite, donc là, est-ce que requête, bidule, donc on continue les choses. Et ensuite, si ID n'était pas vulnérable, il aurait testé le submit. Ok, en fait, il fait dans l'ordre d'apparition, d'abord le ID, ensuite le submit, etc. Si jamais on veut préciser qu'ils doivent attaquer un seul paramètre en particulier, c'est précisé avec l'option "-p". "-p" et on donne le nom du paramètre. Donc là, si je mets par exemple submit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire le truc par défaut, login, vous continuez. Il faut voir que là, vous voyez, la première chose qu'il teste, c'est l'injection SQL sur le paramètre get submit. Alors que d'habitude, il prenait par défaut le premier, il prenait ID. Donc on peut spécifier un seul paramètre ou plusieurs paramètres si on veut ne faire que. Ok. On peut également skip un paramètre. Si je sais que si mon submit était au début et que je voulais skip submit pour ne faire que l'ID, et bien en fait, au lieu de faire "-p" pour ne spécifier qu'un certain paramètre, je peux faire "-skip submit". Et là, dans ce cas-là, on continue. Dans ce cas-là, submit est passé, on ne va pas le prendre en compte et on va tester tous les autres paramètres qui sont dans l'URL. Normalement, une fois que l'injection est faite, donc là on va continuer. Donc là, ça a l'air de pas être vulnérable, enfin de pas être bon. Pourquoi? Parce que depuis le début, ça met critical. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est déconnecté. Et du coup, le cookie PHP et SSID n'est plus valide. Donc il faudrait se reconnecter avec admin password. Alors, admin password. Hop, là on retourne ici. On est toujours en low. Là, ce qu'on va faire, c'est récupérer low. On va récupérer le PHP SESSID. On va retourner ici, on va le modifier. Hop. Donc normalement, maintenant, ça devrait être bon. Et là, il nous dit, vous voyez que il détecte automatiquement, via les payloads qu'il a fait, que la base de données a l'air d'être du MySQL. Si jamais on était sûr que c'était ça, ou alors que c'était un faux positif et qu'en fait nous on sait que c'est pas MySQL mais que c'est autre chose, et bien ça on pouvait le préciser avec l'option, donc ça je vais enlever, on n'en a plus besoin, avec l'option "-dbms", Database Management System ou Server, je sais plus. DBMS, c'est par exemple, là on peut mettre MySQL ou Oracle ou MS SQL ou peu importe. Et dans ce cas-là, ça va forcer
le SQL Map à utiliser cette DBMS pour faire ses futurs tests. Pareil, si jamais on connaissait le système d'exploitation derrière, on peut faire -os et spécifier derrière le système d'exploitation, par exemple Linux. Alors je ne sais plus si Linux c'est une valeur correcte, mais on peut essayer comme ça. Value, ok. Là il va faire ses tests. Et vous voyez qu'au début là, dès le début, heuristique, il nous avait dit testing for SQL injection paramètre ID, et il nous disait que la base de données a l'air d'être du MySQL. Est-ce qu'on veut tester, skip, les autres payloads spécifiques aux autres bases de données? Là, il nous pose la question, mais là, maintenant, comme on a spécifié que c'était du MySQL, eh ben, il ne nous pose plus la question, et il va se focus directement là-dessus. Et il nous dit, voilà, c'est vulnérable, est-ce que vous voulez continuer de tester les autres? Non, voilà, bidule, ok. Donc là, on a vu que l'operating system, c'était bien Linux. Mais qu'est-ce qui se passe si on met quelque chose qui n'est pas bon? Si là, par exemple, je mets Windows, il va se focus sur le système d'exploitation Windows. Est-ce que ça va fonctionner? Alors là, il refait la même parce qu'il se base sur ce que c'était. Donc si je mets -- flush session pour annuler ce qu'il connaît depuis... enfin, annuler ce qu'il avait fait avant et repartir de zéro. Donc là, il refait tous ses tests et on va voir si ça lui pose problème ou pas qu'on utilise -os à quelque chose qui n'est pas bon. Si, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la documentation, le wiki, pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils disent. Par exemple, le -dbms, voilà, force de dbms, il nous donne une liste de toutes les dbms qui sont supportées, pour lesquelles on va pouvoir faire des tests. Ok. L'AOS, pareil, on spécifie soit Linux, soit Windows, et par rapport à ça, ils nous disent attention, par contre, c'est vraiment recommandé d'utiliser cette option que si vous êtes vraiment absolument certain de l'OS qui tourne dessus, parce que forcément ça peut poser des problèmes. Après, si on donne quelque chose de faux et que SQL Map fait tous les tests sur un OS qui n'est pas bon, ça peut poser des problèmes. Là, on a mis -os, mais il a quand même réussi à définir que c'était du Linux, donc ça n'a pas posé problème, malgré le fait qu'on ait donné une mauvaise réponse, enfin, un mauvais argument, mais ça n'a pas posé problème. Ok. Quelque chose de vraiment très intéressant et très pertinent, ce sont les préfixes et les suffixes. En fait, les préfixes et les suffixes, bon, c'est comme en langue française et dans les autres langues. Préfixe, ce sera une chaîne de caractères qui sera située au début du payload, alors que suffixe, ce sera à la fin d'un payload. Alors, à quoi ça sert? En fait, si vous faites une exploitation manuelle et que vous définissez que... Alors, par exemple, si là, je fais une double quote, ouais, on peut voir que j'ai pas d'injection SQL, parce qu'ici, les délimiteurs, c'est des single quotes. Si par contre, je fais une single quote, je sais que ce sera vulnérable. Ok. Du coup, là, je me dis, ok, je sais que ça, c'est ça qui trigger la vulnérabilité, l'injection SQL. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux dire à SQLMap que maintenant, alors normalement, SQLMap, si on ne précise pas de préfixe et suffixe, il va tester plein de payloads et lui va les définir tout seul. Donc, normalement, en théorie, on n'est pas obligé, sauf si on arrive sur des applications qui sont vraiment un peu plus complexes, où les préfixes et les suffixes ne fonctionnent, enfin, ou que l'injection SQL n'est trigger que par certains préfixes ou suffixes qui sont vraiment particuliers et pour lesquels SQLMap n'arrive à rien faire. Donc, pour ce faire, on va préciser -- préfixe avec le préfixe à utiliser. Moi, je vais utiliser par exemple le single quote espace. C'est-à-dire que SQLMap, tous les prochains payloads qu'il va utiliser, il va les commencer. Donc là, ce sera plus, vous voyez que par défaut, il fait ID est égal à 0 machin bidule. Là, par défaut, maintenant, tous les préfixes, ça commencera par une single quote espace. Ok. Et on veut que les suffixes, donc suffixe souvent c'est ce qui se trouve à la fin, enfin pas souvent, mais c'est ce qui se trouve à la fin. Je veux que ce soit un paramètre qui soit, enfin un commentaire, pardon, qui soit mis à la fin. Donc on va préciser suffixe. Et je veux dire qu'à la fin, je veux que tu me mettes, hop, par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Je balance ça comme ça, et on va voir ce qu'il va me dire. Là, il teste c'est dynamique, ça a l'air d'être du MySQL derrière, est-ce que tu veux? Oui, valider, ok. Donc ça prend un peu de temps, et on peut voir à la fin la tête des payloads qui vont ressortir, et normalement on aura le suffixe et le préfixe qui seront ajoutés à ces payloads qui seront utilisés par tous les payloads. Voilà. Voilà. Si on regarde ici, on peut voir que ici, le payload qui est utilisé, c'est
espace. Alors là, il n'y a rien qui est rajouté parce qu'il l'avait utilisé de base, mais on pourrait faire par exemple préfixe, un gros nombre derrière comme ça, suffixe. Alors je relance. Oui, oui, ok. Si je remonte un peu, on peut voir que cependant, j'ai bien le tiret espace cross qui est rajouté. Et ce pour toutes les requêtes. Ok. Je reviens où j'en étais. Ok. Là, on peut voir que maintenant, le suffixe a bien été ajouté. Donc l'ID reprenait avec le 0, mais il a rajouté tout ce que j'avais précisé. Ce que j'avais précisé, c'était 1564. Donc maintenant, à toutes les requêtes, il a rajouté 1564 qui se termine par espace cross. Il l'a rajouté pour chaque. On peut voir que là, on le retrouve. Là, on le retrouve. Là, on le retrouve, ainsi de suite. Donc les préfixes, suffixes, important de pouvoir les définir si jamais on a des choses un peu plus complexes et qu'on veut n'utiliser que certains préfixes ou certains suffixes. Autre option vraiment très pratique, c'est les tempers. Temper, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des scripts Python qui sont utilisés pour effectuer des actions supplémentaires sur les différentes requêtes et différents payloads qui vont être utilisés par SQLmap. Exemple, pour lister la liste des tempers disponibles, on va faire SQLmap list tempers avec un S. On balance ça. Et là, on peut voir qu'on a une grosse liste de plein de scripts qui nous sont affichés. Donc là, c'est la liste des scripts qui sont actuellement disponibles. Alors effectivement, vous pouvez créer le vôtre et l'ajouter ensuite et l'utiliser avec SQLmap. J'imagine, alors j'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais j'imagine qu'il y a également d'autres repos sur GitHub qui proposent plein de scripts Python différents par rapport à ça. Mais vous voyez que par exemple ici, on a un script qui s'appelle base64 encode et qui nous dit que base64 encodes all characters in a given payload. Ça veut dire que, en fait, peut-être que vous, votre injection SQL, pour qu'elle fonctionne, il faut que le payload soit en base64, parce que je sais pas, il y a derrière le backend va décoder du base64 et ensuite exécuter la commande. Et dans ce cas-là, si vous envoyez une commande, on va dire, qui n'est pas encodée en base64, ça va pas fonctionner parce que le serveur va avoir une erreur, parce qu'il va essayer de décoder quelque chose qui n'est pas encodé en base64. Donc, dans le cas où vous avez besoin d'avoir des informations encodées en base64, vous pouvez par exemple utiliser ce script-là. Et donc une fois que vous avez le nom du script à utiliser, donc là par exemple ici, c'est base64 encode, ok, on va pouvoir l'utiliser directement sur ce qu'on avait avant. Donc comment le faire? On va faire un temper et on va préciser dedans le nom du script ou les noms du script s'il y en a plusieurs. Donc ici c'était base64 encode de mémoire. On va aller revérifier, mais normalement c'est ça. Voilà, base64 encode, on n'a pas besoin de mettre le -py parce qu'on s'en fout de savoir que c'est un script ou pas. Nous, c'est juste le nom qu'on veut donner. Et si on en avait plusieurs, on les aurait séparés par des virgules. Donc, par exemple, base64 encode, virgule, x forward for, et du coup, ça va appliquer ces scripts-là sur chacun des payloads. Nous, on va faire un test uniquement avec base64 encode pour vous montrer à quoi ça correspond. Je relance. Ici, on a dit que ça a bien chargé le module base64 encode. Il refait tous ses tests. Oui, suite, suivant, voilà. Là, il nous dit que tous les paramètres qui ont été testés n'ont pas l'air d'être injectables. Ah, ok. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, oui, il encode tout en base 64. Et dans ce cas-là, ben, c'est problématique parce que les payloads qui sont encodés en base 64, ben, ça ne va plus fonctionner. Ok. Si on va voir sur la documentation officielle, le temper à quoi ça correspond, hop, tirer temper. Voilà, il nous dit, ne fait pas d'obfuscation, et que c'est pour les strings, voilà, ok, bidule, ok. Là, il nous donne des exemples sur comment l'utiliser. Donc, par exemple, random case, between. Donc là, il va utiliser plusieurs choses. Il nous donne, pareil, des exemples de à quoi ressemble un script valide. Donc là, voilà, il faut importe certaines librairies. Il faut qu'il y ait une fonction qui s'appelle temper qui prenne un payload. Et ensuite, il y a le code qui sera utilisé, voilà, ainsi de suite. Et on peut voir que, par exemple, ici, dans la requête qui est faite, si le temper utilisé, par exemple, s'appelle space to comment, et ben dans tous les payloads, ils vont rajouter des espaces. On peut même le tester. On va le récupérer. On va tester, voir si ça fonctionne. Donc temper, on va utiliser space to comment. En théorie, c'est censé fonctionner ici. DBMS, oui, machin, bidule. Il fait ses tests, oui.
Là, vous voyez qu'il fait quand même beaucoup plus de tests et c'est assez rapide. Alors là, effectivement, apparemment ce n'est pas injectable. Ah oui, paramètres submit. Quel paramètre does not seem to be injectable? Peut-être que faut préciser qu'il se focus sur le ID. Je crois qu'il le teste au début, du coup il trouve quand même que c'est pas vulnérable. Oui. Voilà, il le teste. Ok, bon, apparemment, c'est pas vulnérable lorsqu'on met des paramètres, ça passe pas. Donc ça passe pas tout le temps, c'est pour ça qu'il faut d'abord un peu évaluer à la main les injections SQL, savoir ce qui est valide, ce qui n'est pas valide, et ensuite on va pouvoir automatiser, une fois qu'on a à peu près les informations nécessaires, les envoyer à SQLmap pour que lui il automatise tout et qu'il puisse nous ressortir des payloads et même exécuter des actions sur la base de données pour récupérer des informations. Quelque chose qui est vraiment très intéressant également, ce sont d'autres options. Donc là on a vu l'injection, on va pas passer plus par rapport à ça. On a vu ce qui était vraiment important, c'était surtout les trois là, préfixe, suffixe, temper, le paramètre, le skip si on veut passer. On peut également exclure des paramètres en donnant une regex, une expression régulière. Le DMS si on veut se focus, DBMS si on veut se focus sur un certain backend. Pareil l'OS, voilà, bidule, l'OSK, bon ça on s'en fout un petit peu, c'est pas très utile. Voilà, la détection, très important, les deux là, level et risque, vous en aurez certainement besoin assez régulièrement. Donc on peut voir que par défaut, les deux sont au niveau 1, le level peut aller du niveau 1 au 3, et le risque peut aller du niveau 1 au 5, pardon, et le risque peut aller du niveau 1 au 3. Si on va voir à quoi ça correspond, le level, on descend, level, injection, alors je crois que injection, est-ce que c'est, voilà, c'est précisé. En fait, le niveau, et ils nous disent que les options, on a besoin d'un argument, donc il y a 5 niveaux, et c'est le nombre de requêtes et de tests qui sont faits sur la cible. Et du coup, le niveau 5 va tester beaucoup plus de payloads, donc, par exemple, qui va de pair avec les payloads qui utilisent des suffixes et des préfixes, et on nous dit que tout est spécifié là-dedans. Il nous donne des exemples, par exemple, les cookies, donc les valeurs des cookies, ils sont testés qu'à partir du niveau 2, level 2. Ça veut dire que, et là aussi les user agents, ils sont utilisés qu'à partir du niveau 3. C'est-à-dire que dans le cas où une application a mal été conçue et mal sécurisée et que vous avez une injection SQL possible dans par exemple dans le user agent, si vous ne vous mettez pas en level 3, par défaut le level est 1, donc si vous ne spécifiez pas le level et que ça reste par défaut en 1, si jamais il y a une injection SQL dans le header user agent, vous ne le verrez pas. Donc il faut changer le niveau et le mettre par exemple au niveau 3 pour tester le plus de cas possible. Pareil pour les cookies ne seront pas testés si vous restez au niveau 1, c'est que à partir du niveau 2. Alors si vous vous mettez au niveau 3, c'est rétroactif, c'est-à-dire que le niveau 3 va tester ce qu'il y a au niveau 2, plus ce qu'il y a au niveau 1, et ainsi de suite. Le niveau 5 va tester ce qu'il y a au niveau 4, plus le 3, plus le 2, plus le 1, ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est le niveau de ce qui est testé. Et le risque, comme son nom l'indique, il y a 3 niveaux de risque. Donc par défaut, c'est le niveau 1 qui est à peu près inoffensif pour la majorité des entrées des injections SQL. Mais plus on augmente, plus potentiellement ça risque d'être problématique. Pourquoi? Parce que si on a une injection SQL avec un seul select, il n'y a pas de problème par rapport à ça, on va juste afficher des informations. Mais là, quand on va avoir des injections SQL avec des updates, ça risque d'être problématique. Pourquoi? Parce que derrière, si on est en production, on met un risque égal à 3 et qu'on va modifier des données dans la base de données et que cette base de données est en production, ça risque de poser problème. Parce que on va altérer des données, on risque d'en supprimer, ça risque de casser l'application entière. Donc c'est pour ça que par défaut, c'est quand même conseillé de rester en 1. Et si jamais on a un pentest, demander la permission et demander ce qui se passe, enfin si c'est possible, au manager ou à la personne en charge du pentest, d'augmenter le niveau de risque en sachant pertinemment qu'il peut y avoir des répercussions derrière. Donc c'est pas recommandé de le faire en prod, mais sachez que sur les CTF ou quoi, on peut balancer, ça, il n'y a aucun souci. Donc, régulièrement, si vous faites une injection SQL classique et que vous ne trouvez pas de vulnérabilité, par défaut, moi je vous recommande de faire un petit level 3 et risque 3.
Encore une fois, attention, ne le faites pas en production. Vous pouvez augmenter le level en production, mais n'augmentez pas le risque parce que ça peut avoir des répercussions assez terribles. Donc ici, comme on avait déjà notre injection SQL sans en level 1, risque 1, ça risque pas de changer. Mais là, normalement, il y aura beaucoup plus de tests qui vont être faits vu qu'on est en level 3 à risque 3. Donc là, ça va faire ces différents tests. Normalement, il va trouver que c'est également vulnérable. Là, vous voyez depuis le début aussi que je fais j'appuie sur les valeurs par défaut. Là, par défaut, c'était Y, j'appuie sur Entrée. Ensuite, il me redemande est-ce que vous voulez tester le provided level machin dessus. Y par défaut, enfin, j'ai fait Entrée. Ok. Là, pareil, j'appuie sur N pour faire le truc par défaut. Mais il est possible de automatiquement valider les réponses par défaut. Pour ce faire, on va utiliser l'option "-" batch. Et dans ce cas-là, ça va automatiquement valider les informations. Donc là, normalement, je n'aurai plus besoin d'appuyer Entrée du tout. Ça va valider toutes les options par défaut. Là, vous voyez que, hop, là, je touche plus à rien. J'appuie plus sur Entrée. Et si on remonte quand même, il m'a quand même proposé, vous voyez que par défaut, ça a choisi la valeur qui était présélectionnée. Donc ça permet d'aller plus vite aussi, d'éviter d'appuyer sur Entrée à chaque fois. Ça fonctionne aussi. Après, il faut être sûr, faut mieux ne pas le faire au début. Mais une fois qu'on a fait plusieurs requêtes pour répéter l'opération et éviter de prendre trop de temps. Ok, maintenant on a vu à peu près, on remonte par rapport à ça. Hop, on a vu par rapport aux techniques. Non, c'était pas du tout ça, c'était la détection. Level, risque. Alors là, on peut voir comparer les pages. Bon, ça c'est pas très intéressant. Vous pouvez quand même aller voir, mais pour le coup, voilà. Les techniques. Maintenant, les techniques. Donc ça, ce seront, comme son nom l'indique, les techniques qui peuvent être utilisées pour modifier les entrées dans les injections SQL, donc les types de payload. Ici, on peut voir que on peut choisir que certains types de techniques. Si on regarde, par défaut, c'est BEUSTQ. Bon, ça ne ressemble à rien, mais si on va voir dans la documentation en faisant un CTRL F, on peut voir que, ok, donc en fait, le B, ça veut dire Boolean Based Blind, E, Error Blind, U, Union Query Based, bon, bref, ainsi de suite. Donc par défaut, il va utiliser toutes les techniques qu'il connaît, mais vous pouvez choisir de n'utiliser que certaines techniques. Par exemple, hop, la flash session, je vais laisser quand même le - batch. Ici, je vais préciser, par exemple, - technique égale. Alors, soit vous pouvez faire égal et vous mettez directement en string derrière, soit vous faites espace et vous mettez en string, ça revient au même. Par exemple, moi, je veux vouloir que le error based. Donc, error based, c'est le E, donc moi, par défaut, je veux qu'il me fasse que le E. On va lancer ça, on va attendre que ça se termine, et on peut voir que, finalement, ici, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui prenait du temps, c'est les time-based. Pourquoi les time-based, ça prend du temps? Parce qu'en fait, il va faire un sleep, par exemple sleep 5, pour détecter si il y a une injection SQL de time-based, donc si c'est vulnérable à ce type d'injection, et en fait, ça prend du temps parce qu'il y a un sleep qui est fait au niveau de la base de données, donc forcément, le sleep, pendant un certain temps, il va rien se passer, donc ça prend du temps. Et en choisissant le type de technique, ça va nous permettre justement d'aller plus vite en supprimant certains types de requêtes. Également, on va pouvoir modifier, si on revient encore une fois en haut, hop, on descend, donc ça c'était les différentes techniques qu'on pouvait modifier, par défaut il utilise tout, mais on peut en enlever certains. Par défaut également, on va pouvoir spécifier le nombre de colonnes à utiliser quand on va utiliser une query, une requête SQL avec le mot-clé union. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Ça, on va l'enlever. Alors par défaut, SQLmap va les tester automatiquement. C'est-à-dire que lui, il va réussir à les définir. Mais si on veut gagner un peu de temps et faire en sorte que ce soit beaucoup plus optimisé et qu'il y ait moins de requêtes qui soient faites, on peut directement le spécifier. On peut voir ici, donc union calls, hop, c'est voilà, comme ça. On peut spécifier le nombre derrière. Donc, si on regarde notre requête SQL ici, on peut voir que le select, il en fait 2. Il y a 2 champs qui vont être affichés. Donc, le union, forcément, il y en aura 2. Donc, on peut déjà spécifier 2 ici. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème vu que on est bon.
Voilà, union, il a trouvé 2 custom, ça a fonctionné, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on en met plus? Si on en met plus, il va refaire tous ces tests. Mais là, on peut voir déjà que ça prend un peu plus de temps. De toute façon, toujours parce qu'il y a le blind, et le blind, ça prend du temps. D'ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, je pense, c'est... Ok, donc là, il affiche boolean, error. Voilà, on peut voir que là, le union, il ne l'a pas détecté, il ne l'a plus trouvé. Pourquoi? Bah, en fait, on lui a dit, utilise obligatoirement 3 colonnes. Sauf qu'ici, les 3 colonnes n'existent pas. Donc, l'injection n'est pas possible avec 3 colonnes, donc il ne l'a pas détecté avec 3. Mais il l'avait détecté quand c'était du 2. Alors, on va reprendre par défaut ce qu'il nous avait dit. Hop, on va reprendre tout ça, mais on va enlever le sleep, le time-based. Alors, le time-based, c'était lequel? C'était le T. On va l'enlever comme ça. Normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide à chaque fois. Voilà, à chaque fois, c'est plus rapide, donc on va rester comme ça, ok. Donc là, on est bon. Voilà, donc ça, c'était intéressant. Ici, caractère utilisé pour brute forcer le nombre de colonnes. Donc par défaut, j'imagine qu'il peut utiliser nul ou ce genre de choses. On peut lui dire, par exemple, d'utiliser, donc c'est union char, je crois. Union char, voilà. On peut lui dire d'utiliser, par exemple, le caractère A. Et dans ce cas-là, il va tenter de générer la liste des colonnes, unitary, en utilisant A. Donc, ici, on peut voir que il a concaténé dans la première colonne, et que la deuxième colonne, il l'a remplacée avec un A. On pourrait mettre d'autres choses, mais c'est pas très pertinent. Voilà, c'est juste pour faire des tests, pour custom un peu la chose. Option intéressante aussi, DNS domain, ça permet de faire de l'exfiltration de données via DNS. Alors malheureusement, c'est pas utilisable. Je ne vais pas pouvoir vous montrer maintenant. Pourquoi? Parce que la seule condition pour que ce soit possible, c'est que la base de données fonctionne sous un OS Windows. Or là, je suis sous un OS Linux, donc ça ne va pas être possible. Mais sachez que c'est possible. Normalement, vous avez juste à mettre le domaine. Par exemple, hop. Par exemple ici, je pourrais spécifier, alors on va enlever le union char parce que c'est plus pertinent, -DNS domain. Et là, par exemple, je mets signslabs.com. Et dans ce cas-là, si j'arrive à dumper la base de données, toutes les informations présentes dans la base de données seront envoyées directement via des requêtes DNS vers mon domaine. Donc moi, de mon côté, si je me mets en écoute, je verrai des informations avec, par exemple, devant le nom de domaine, ce sera du base64 encodé, point quelque chose, voilà, et j'aurai plein de requêtes comme ça, et à la fin, j'aurai juste besoin de reprendre à chaque fois le subdomain, de le décoder du base64 et de retrouver les informations qui auront été exfiltrées de la base de données. Comme je vous l'ai dit juste avant, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ma base de données est sous du Linux. Mais ça fonctionne. N'hésitez pas à faire vos tests de votre côté, ça peut être vraiment cool. Ici, on peut également spécifier une URL pour une réponse pour une injection de second ordre. Le second order injection, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce type de vulnérabilité. Ici, vous voyez une injection SQL, on a directement le résultat dans le code source de l'application actuelle, de la page actuelle. Là, si je fais ça, hop, là, on sait que c'est vulnérable. Second order injection, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe à mettre en place. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand on va pouvoir entrer des informations dans une base de données, donc les sauvegarder. Par exemple, vous créez un compte. Vous créez un compte, donc par exemple, utilisateur, vous mettez Croze, mot de passe Croze, voilà, bidule. Donc ça va faire soit un update dans la base de données si vous modifiez une information, soit un insert si c'est la première fois que vous créez votre compte. Donc, par exemple, on va faire un insert dans la base de données avec Croze en username, le mot de passe qui a été haché, ainsi de suite. Et ensuite, vous vous connectez à votre compte et vous allez dans votre espace, et ensuite ça vous dit, par exemple, bonjour Croze, bienvenue sur votre espace, machin bidule. Ok, ça c'est l'utilisation classique. Maintenant, une injection de type second ordre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, lorsque vous créez votre compte, au lieu de mettre en utilisateur, au lieu de mettre Croze, vous mettez Croze quelque chose, or, par exemple, 1 égale 1, machin bidule, en fait, vous faites une injection SQL, ou alors vous faites un union select dans la base de données, machin bidule, vous vous enregistrez, là, l'information, comme le développeur a mal sécurisé son application, le username va être rentré comme ça dans la base de données, donc là, il n'y a pas encore d'injection. C'est stocké tel quel dans la base de données. Sauf que quand vous allez vous connecter,
au lieu de vous mettre Hello Crows, welcome to your dashboard, ça va vous mettre welcome. Ça va chercher dans la base de données ce que vous avez rentré avant. Donc là, welcome Crows, machin, bidule, union, select la base de données. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que l'injection SQL va être trigger et qu'elle va être exécutée et que vous allez recevoir les informations. Donc le second ordre, c'est en fait on peut dire que c'est une injection SQL, mais en deux étapes. Première étape, on stocke dans la base de données l'injection qu'on veut faire, et ensuite, via une autre page, on va la trigger et on va l'exécuter. Donc ça, si vous voulez aller voir, il y a, je crois que c'est sur le site de Burp Suite, si vous tapez SQL Injection second order, il y a l'explication. Alors effectivement, il n'est pas content parce que j'ai mon proxy, je vais l'enlever. Hop, si vous tapez ici, voilà, Porswigger, si vous allez directement dessus, ils vont vous expliquer ce que c'est qu'une injection SQL, machin bidule. Alors, voilà, second order, je vous invite à aller voir, voilà, il y a un petit schéma vraiment cool, où là, en mode, voilà, quand il se crée son compte, il va mettre bad guy, donc il va mettre vraiment le nom qu'il veut avoir, et ensuite, derrière, il va injecter quelque chose. Donc là, il va update la table user en mettant le password ledme pour l'utilisateur administrator. Donc là, il va l'enregistrer dans la base de données, et c'est uniquement... Donc là, l'injection SQL n'a pas encore été trigger, n'a pas encore été exécutée. Par contre, c'est au moment d'aller dans son profil, ou sur une page qui va aller select les informations, qui va récupérer ce qui a été stocké en base de données, ça va exécuter la chose, là en l'occurrence c'est modifier le mot de passe de l'administrateur, et une fois que c'est exécuté, l'utilisateur va pouvoir se connecter sur le panel admin avec le mot de passe qu'il aura utilisé dans son injection SQL. Voilà, donc ça c'est des choses un peu plus complexes, alors SQLmap je crois il n'arrive pas à les détecter, genre là si jamais il y avait une second order injection, SQLmap n'aurait pas pu la détecter, mais il est possible quand même de les trigger en spécifiant ce paramètre-là. Donc vraiment important aussi de savoir que ça existe. Donc là on a fait à peu près le tour, ok. Donc là c'est à peu près la même chose que la première, sauf qu'au lieu de mettre une URL, on va spécifier un fichier qui contient la page vulnérable. -F pour le fingerprint, pardon. Voilà, c'est une autre option qu'on pourrait récupérer, donc union chars on s'en fout. On peut faire un -F, où là qui va nous afficher un peu plus d'informations directement sur la base de données. Voilà, donc en fait, par défaut, il le fait quand même. Et là, on peut voir que Active Fingerprint, donc c'est bien du MySQL supérieur à 5.7. On a même exactement la version, donc ça peut être vraiment utile. Et MySQL, c'est un fork de MariaDB, donc voilà, on a pas mal d'informations par rapport à ça. Ça peut être aussi cool d'avoir ces informations-là. On a fait à peu près le tour pour les techniques. Maintenant, on va retourner fingerprint, voilà. On va retourner par rapport à notre énumération. Et là, ça va être la partie vraiment fun. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va commencer à exécuter des choses dans la base de données et récupérer des informations. Ok. Donc, on sait qu'on a une injection qui fonctionne. Je vais enlever le -f, on n'a plus besoin. Donc, via cette URL-là, on a détecté que c'était vulnérable. On a passé les cookies pour pouvoir se connecter sur l'application. On va target le paramètre ID parce qu'on sait que c'est lui qui est vulnérable. Alors, je pourrais retirer pour éviter d'avoir des trop grosses commandes. Peut-être retirer les préfixes et même le ID parce que c'est suivi par défaut, donc voilà. Le batch, on va le laisser. Les techniques, on va laisser comme ça en retirant le -T parce que le -T c'est le time-based. Et nous, on sait que c'est quand même vulnérable à d'autres choses et ça nous fait gagner du temps, donc on reste comme ça. Et à partir de maintenant, on va pouvoir exécuter des informations, enfin récupérer des informations supplémentaires. Donc on peut faire un -A qui va tout récupérer, mais on risque d'avoir beaucoup d'informations et c'est pas ce qu'on veut. Mais on va énumérer la chose de manière un peu plus intelligente. Donc, au début, par exemple, on veut récupérer l'utilisateur actuel qui est connecté sur la base de données. Donc on va utiliser le -current user. Ça va faire l'injection, blablabla, qui va faire tous ces tests. Et à la fin, on voit que l'utilisateur actuel, il s'appelle dvwa. Ok. Maintenant, je veux afficher la base de données actuelle sur laquelle on est connecté, pour laquelle on fait les requêtes, enfin sur laquelle on fait les requêtes. Là, il va tout refaire. Blablabla. Hop, dvwa. Ok, donc la current database, c'est dvwa. Ce que je peux faire maintenant ici, c'est enlever le flush session. Parce que je sais que la vulnérabilité est présente, elle ne va pas bouger entre temps, donc j'ai pas envie de refaire non plus
à chaque fois, j'ai enlevé le batch aussi. J'ai pas envie de refaire toute, de retester les injections. Je sais que c'est présent, donc on va laisser comme ça. Voilà, donc là, c'est extrêmement rapide. DVWA, current database, ok. On peut aussi lister le hostname si on veut. Donc, le hostname sur lequel la machine, enfin la base de données tourne. Donc là, on peut voir que c'est 51, c'est machin, parce que oui, ça tourne sur un container Docker, donc forcément, le hostname, c'est toujours comme ça un identifiant. Ok, là, on peut lister tous les utilisateurs présents sur la base de données, donc -users. Là, on peut voir qu'apparemment, il n'y a qu'un seul utilisateur qui s'appelle DVWA. Ok. On va pouvoir lister les passwords, les hashes surtout, des utilisateurs qui sont connectés, enfin, qui sont présents dans la base de données. Là, apparemment, il n'a rien réussi à retrouver parce qu'il n'y a pas de password de hash pour cet utilisateur-là. Ok, soit. On peut lister les privilèges, les rôles, voilà. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être à partir d'ici, les DV, les tables et les colonnes. Et on verra par la suite comment faire pour récupérer totalement les informations d'une base de données. Donc, première étape, on va lister toutes les bases de données qui sont disponibles sur MySQL. Ici, on en a deux. On a DVWA et on a Information Schema. La deuxième, c'est une base de données qui est toujours présente dans MySQL, qui est une sorte de base de données système, une sorte de database système qui sert à stocker les informations pour que MySQL puisse fonctionner. On n'a pas envie de focus ça, donc nous, on veut taper dans la base de données qui s'appelle DVWA. Ok, on a le nom. Pour sélectionner la base de données, maintenant qu'on les a numérées, on va utiliser l'option "-d". Donc on sait qu'on veut taper dans DBWA. Donc on va retirer le listing des bases de données, on va faire "-d et on va mettre DBWA. Donc là maintenant, on va essayer de taper sur la base de données qui s'appelle DBWA. Maintenant que j'ai la base de données, j'aimerais énumérer toutes les tables qui sont présentes dans cette base de données. Donc je vais rajouter l'option "-table au pluriel. Voilà. Et là, on peut voir que pour la database DVWA, il m'a ressorti deux tables, guestbook et users. Ok, donc maintenant je sais qu'il y en a deux. Et moi, je veux focus la users, parce que c'est celle qui a l'air d'avoir le plus d'informations pertinentes dedans. Donc, encore une fois, je vais utiliser le "-t pour sélectionner la table à énumérer. Donc, je retire l'énumération de tables, je fais "T, je spécifie la table que je veux énumérer, je fais users. Ok. Et maintenant, alors, soit je peux lister les colonnes qui sont disponibles dans cette table. Donc je fais "-colonne et j'exécute. Et on peut voir que dans la database DVWA de la table users, j'ai le user, l'avatar, paid login, first name, last login, last name, password et user ID. Et on peut voir à chaque fois le type. Ok. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a toutes les colonnes de la table. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on peut récupérer par rapport à la table users de la base de données DBWA. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le password. Bon, en fait, ce qui nous intéresse, c'est tout. On va vouloir tout afficher. Donc, une fois qu'on a sélectionné ce qu'on voulait, soit on veut dump une colonne en particulier. Donc là, on va utiliser le "-c. Par exemple, si je veux dump que les passwords, je vais faire un "-c, je vais donner le nom de la colonne, password, et derrière, je vais utiliser l'option "-dump pour récupérer les entrées de la base de données. Donc là, je fais "-dump. Et là, il va nous demander, on a récupéré des hashes dans la colonne password. Est-ce que vous voulez stocker ces hashes dans un fichier temporaire pour les utiliser plus tard avec d'autres outils? Moi, j'ai pas envie, donc je vais mettre non. Et il me demande, est-ce que vous voulez tenter de les craquer via une attaque par dictionnaire? Donc moi, j'ai pas envie de les faire maintenant, je veux que afficher le résultat, donc on va faire non. Et là, on peut voir que effectivement, on a réussi à dumper la base de données et à récupérer les mots de passe qui étaient stockés dans la table users de la base de données DVWA. Donc on peut voir que ça ressemble à ça. Alors là, on a une liste de passwords, de hash, mais c'est pas forcément pertinent parce qu'on ne sait pas à qui ça correspond, on n'a pas assez d'informations. Donc en fait, au lieu de dire tu vas me dump la colonne password, on va juste enlever ceci. Et là, comme ça va nous dump directement toute la table users. On lance. Là, ça va me redemander les questions. Non, je veux pas, non, je veux pas. Voilà.
Et là, alors, je vais diminuer un petit peu pour que ce soit plus lisible. Voilà. Alors, c'est peut-être beaucoup moins lisible pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai, je rezoomerai dessus ensuite. Ici, en fait, on peut voir que du coup, on a de manière affichée, enfin, c'est affiché de manière correcte, on arrive à lire. Le premier user ID, c'est 1, c'est le user admin. On sait que son avatar, il est stocké ici, il a son image. Son hash, c'est celui-ci. Son last name, c'est admin. First name, admin. Il s'est connecté au dernier moment le 1er mars 2024, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Donc, grâce à ça, on va pouvoir récupérer les hashes et tenter de les craquer par la suite. Donc là, grâce à ça, on a réussi à dump la base de données et à récupérer les informations qui nous intéressaient via une injection SQL. En vrai, c'est assez fou. C'est assez cool aussi de se dire qu'on a réussi à faire ça. Alors, il y a d'autres options également qu'on pourrait faire. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment les plus pertinentes qu'on va utiliser à chaque fois. Donc, là, on va pouvoir lister certaines choses, certaines comment ça s'appelle, ressources, certains mots-clés pour avoir plus d'informations sur la base de données. Et ensuite, on va lister les bases de données présentes, les tables, les colonnes, et on va pouvoir dump tout ça en précisant à chaque fois sur lequel on veut sélectionner. Donc là, au début, on sélectionne -d pour la base de données, -t pour la table, potentiellement la colonne, ou bien on ne met pas de colonne, on utilise directement -dump pour récupérer toutes les informations de la table. Normalement, vous l'avez vu juste avant aussi, quand on lance ceci, il va nous demander à chaque fois au niveau des mots de passe s'il veut qu'on les craque. Donc là, je vais relancer. Il me dit, est-ce que vous voulez les stocker pour tenter de les craquer avec d'autres outils? Donc on va mettre non. Et ensuite, ils nous disent, est-ce que vous voulez tenter de les craquer via une attaque par dictionnaire? Donc là, on va mettre oui. Et en fait, il nous propose d'utiliser. Donc il a détecté que c'était des hashes de type MD5. Il va nous dire, est-ce que vous voulez utiliser un dictionnaire en particulier? Donc par défaut, c'est un dictionnaire qui est directement dans SQLmap. Mais on va pouvoir soit spécifier un fichier, un autre fichier de dictionnaire customisé, donc par défaut, ou file with list and dictionary. Bon. Ou alors une autre option, nous on va mettre par exemple la 2, et on va utiliser RoQ, donc RoQ c'est dans user share word list roq.txt. On va lancer ça. Est-ce que vous voulez utiliser des suffixes de mot de passe? On va mettre non. Voilà. Et là, on peut voir qu'il va tenter de craquer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser directement les informations, enfin ce qui est intégré à SQLmap, mais c'est ici de mettre oui à cette question-là. Est-ce que vous voulez stocker dans un fichier temporaire les hashes pour l'utiliser avec d'autres outils? Vous mettez oui. Du coup, ça va tout vous stocker dans un fichier, et après, vous pourrez utiliser d'autres outils beaucoup plus performants, comme par exemple John et Hashcat, donc vous permettre de craquer les mots de passe. Bon là, en l'occurrence, c'est comment ça s'appelle? C'est pas la peine parce que c'est des hash MD5 avec des mots de passe très simples. Donc c'est presque instantanément craqué. On peut voir qu'ici, celui-là, il a été craqué instantanément. C'est ABC123, la password, Charlie, l'admin, voilà, ainsi de suite. Mais voilà, vous savez que c'est possible et qu'on peut faire ce genre de choses. Hop, là, je vais m'arrêter, je vais faire un CTRL-C parce que voilà. Mais en tout cas, on a réussi à craquer ces mots de passe. Et comme à chaque fois, ici, on peut voir que dans ce répertoire-là, on a stocké toutes les informations depuis le début qu'on a récupérées. Si on va dans Dump, on peut voir qu'il y a la base de données DVWA, et dedans, il y a tout qui a été dump. Par exemple, si je fais un cat de users.csv, dedans, donc c'est du .csv hein, forcément, dedans, on a le récapitulatif. Donc après, on va pouvoir l'utiliser par exemple avec Excel, on va pouvoir le charger dans Excel, mais c'est le récapitulatif de ce qui était contenu dans la base de données. Et vous voyez que ici, comme on a craqué les mots de passe, il s'en est souvenu et il a modifié le fichier et dedans il y a incorporé le mot de passe qui a été craqué par rapport au hash qu'on avait. Donc c'est vraiment cool. Donc là vous voyez c'est du CSV. Si jamais pardon, on voulait modifier cette information-là, workspace, et que ce ne soit pas du CSV mais par exemple de l'HTML, eh ben, on aurait pu faire la commande -dump, sauf que on aurait spécifié la chose suivante, -dump, -format, et nous, on voulait que ce soit de l'HTML. Donc là, on met la chose comme ça. Là, il va faire des choses. Non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Voilà, bidule. Et voilà, ça va enregistrer là-dedans. Donc si j'ouvre ceci avec Firefox, donc hop, Firefox avec derrière
mon user HTML, on peut voir que ça me l'a généré en HTML et que je peux y avoir accès et que c'est visible. Last name, voilà, password. Alors ça ne l'a pas affiché forcément comme c'est un nouveau qui a été généré, j'ai pas craqué le mot de passe, ça m'a pas mis le mot de passe en clair derrière. Et vous voyez que vous pouvez l'exporter dans différents formats. C'est assez pertinent, c'est assez cool si jamais vous voulez modifier le fonctionnement, si vous voulez l'apporter dans d'autres outils pour faire des statistiques ou ce genre de choses. Vous voyez que par défaut aussi également, ça a été enregistré dans root.local, share machin bidule. Vous pouvez modifier l'endroit où c'est stocké. C'est-à-dire que ici ça a été stocké là-dedans, mais donc, par défaut c'est dans SQL Map Output, mais vous pouvez changer le répertoire et par exemple vous dire ok je veux que en fait, là je vais faire un mkdir test, donc je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle test. Je vais reprendre ça et je veux que tu me l'enregistres, donc toutes les informations au lieu de les enregistrer dans le fameux route de machin bidule, tu me l'enregistres dans celui que je viens de créer dans le test là. Donc on va utiliser output-dir et on va dire je veux que tu me le mettes dans le point test ici. On va balancer tout ça. Voilà, là on a vu que ça a bien été pris en compte, ça a mis machin, the output directory. Donc là forcément, d'habitude, lui se basait sur toutes les informations qu'il avait enregistrées là-dedans pour reprendre là où il en était. Mais comme on a mis pardon, un tout nouveau répertoire, eh ben, il se base là-dessus, sauf qu'il est vide. Donc il va refaire toutes les requêtes et les détections, les injections SQL, tout ça, et les dumps. Donc, là, on va annuler parce que c'est pas intéressant. RMTest, mais vous savez que vous pouvez avoir plusieurs répertoires différents si jamais vous voulez séparer vos différentes trouvailles. Si on retourne sur la documentation, on peut voir que là, voilà, on a utilisé à peu près ce qu'il fallait. On pouvait brute force aussi le nom des tables. Bon, là en l'occurrence, c'est pas très pertinent parce qu'on utilise déjà le -- table qui va lister les tables. Donc si on liste les tables, on n'a pas besoin des brute force. Ça, c'est des injections un peu plus poussées, je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Il est également possible directement depuis le système de lire des fichiers. Alors ici, moi, en tout cas sur DVWA, ce n'est pas vulnérable, donc c'est impossible de lire des fichiers, mais c'est possible normalement de spécifier, par exemple, si jamais vous voulez lire un fichier en particulier, vous faites --file read, et par exemple, si vous voulez lire le fichier etc passwd, vous précisez de la manière suivante, et normalement ça va tenter d'aller lire le fichier directement sur la base de données, enfin depuis la base de données, avec par exemple le load file, une fonction load file qui permet de lire les fichiers. Là apparemment ça n'a pas fonctionné, donc ok. Mais c'est toujours bon de le tenter pour voir si c'est possible. Pareil, ici, en fonction de l'OS sur lequel vous êtes, il est potentiellement possible d'exécuter directement des commandes sur le système cible. C'est-à-dire que ici, OS Shell, par exemple, ou OS Spawn, ça va tenter d'uploader un fichier. Donc là, ici, OS Spawn, ça va utiliser par exemple Meterpreter. Donc si vous avez Metasploit directement installé sur votre machine, vous pouvez tenter le -- OS Spawn. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer un fichier, enfin un exécutable vulnérable avec MSF Venom, je crois. Donc c'est un Meterpreter pour avoir un reverse shell. Et ensuite, ça va tenter d'uploader, via l'injection SQL, ça va tenter d'uploader cet exécutable, ce binaire, directement sur la target pour ensuite l'exécuter et obtenir un reverse shell sur la machine. Donc sachez que c'est possible de faire ça. Alors moi, ça fonctionne pas parce que... Alors je sais pas si c'est parce que c'est sur certains OS que ça fonctionne uniquement ou si c'est parce que DVWA n'est pas vulnérable à ceci. Mais sachez que dans certains cas, c'est possible. Donc c'est toujours sympa de tenter de faire ça. Ils vont vous demander de trouver un chemin, par exemple, sur le répertoire web, sur lequel vous devez uploader le fichier, ou ce genre de choses, pour ensuite y avoir accès. Donc c'est toujours pertinent de potentiellement réussir à exécuter ce genre d'action. Ici, si vous êtes sous Windows, vous pouvez également exécuter, ou alors avoir accès aux clés de registre. Alors en théorie, si vous réussissez à avoir un interpréter ou un shell directement sur le système, ça, vous pouvez le faire manuellement avec des commandes PowerShell ou alors CMD. Mais bon, là, ici, ils ont mis des options pour que ce soit plus facile à faire. Mais sachez que en théorie, si vous êtes capable d'avoir un shell ou de casser la machine, vous êtes censé pouvoir faire ceci. Alors l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement lire, alors je crois, hein, vous pouvez potentiellement lire des registries,
mais ne pas être capable d'avoir un shell sur la machine. Donc savoir que sous Windows, il y a également ces commandes-là qui existent pour potentiellement interagir avec des registres, des clés de registre. Et ensuite, on a des informations générales. Donc ici, par exemple, base64, si jamais on veut encoder des paramètres qui contiennent du base64, le fameux batch que je vous avais indiqué juste avant. Voilà, donc check Internet, là ça check la connexion Internet, ça vérifie la connexion Internet avant de tenter d'accéder aux cibles. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont utilisées. Quelque chose qui est assez pertinent, c'est SQL Map -update pour mettre à jour votre SQL Map si jamais il n'est plus à jour. Donc là, ça va vérifier s'il est bien à jour ou pas en se basant sur le GitHub. Donc là, ça peut prendre un peu de temps. Ce qui est intéressant aussi, donc le flush session, je vous l'avais montré avant. Le -forms pour lister toutes les formes dans la target, ça, enfin tous les formulaires, hein, ça je vous l'avais montré également. Et il y a quelque chose, alors normalement vous n'êtes pas censé l'utiliser, mais c'est le wizard. Donc si vous êtes vraiment débutant et que vous êtes totalement perdu et que vous ne savez pas comment faire, il y a un wizard qui existe où en fait c'est, on va dire, c'est comme si c'était une sorte de d'interface utilisateur où il va vous poser des questions pour que vous rentrez des informations et que ça vous aide un petit peu. Donc là, si par exemple je lance le wizard, il nous dit alors entrer la target. Donc là, ils nous disent qu'en fait ça correspond au -u. Donc ok, moi je vais rentrer la target, c'est la suivante. Donc là, je rentre ça. Post data. Quelles sont les données que j'ai envie d'envoyer en post? Donc moi, aucune. La difficulté de l'injection, donc le level et le risque. Donc je vais laisser en 1 par défaut. Il nous demande quelle est l'énumération que vous voulez faire par rapport à ça. Donc moi je vais laisser aussi par défaut le 1. Ok. Et là il balance des choses et il a trouvé des informations. Alors forcément parce que il avait en mémoire le fameux qu'on avait, parce que j'ai pas fait de flush. Si je refais un flush, normalement, coller tout de même, non, annuler. Je vais récupérer de nouveau l'URL. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que là, il ne détecte pas que c'est du get, il croit que c'est du post. Donc, bon, c'est très limité, je vous conseille vraiment pas de l'utiliser. C'est juste que pour que vous sachiez que ça existe. Là, vous voyez, en plus, il balance SQL Map, il nous affiche même pas les informations, ce qu'il fait. Et à la fin, il nous dit qu'il n'a pas réussi à trouver parce que oui, forcément, il a fait un post immonde sur quelque chose qui était protégé derrière une page de login. Donc, on n'a pas envoyé les cookies ni rien. C'est vraiment pas pertinent, je vous invite vraiment pas à utiliser Wizard, mais sachez que ça existe. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je commence à ne plus avoir de voix, mais j'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Toutes les ressources seront dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Laissez un petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir, ça m'aide beaucoup après tout le travail que je fais pour ces vidéos. C'est toujours un plaisir, ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est apprécié et que surtout il est utile. N'hésitez pas également à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.